Bienvenue sur ma chaîne dédiée au langage visuel et à la photographie. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais parler d'un concept que j'ai nommé l'image compréhension et qui représente mon approche artistique. Je suis parvenu à cette vision dans ma propre pratique et ce n'est pas un concept théorique généralement admis. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais revenir sur mon travail sur cette chaîne. Il est possible que beaucoup d'entre vous perçoivent mes essais comme de simples théories, comme de pures réflexions sur différentes questions. Certes, mes vidéos sont construites sous forme de réflexion intellectuelle, mais en réalité, je considère la plupart de mes essais comme pratiques en ce qui concerne le langage visuel. C'est pourquoi je voudrais vous aider à mieux saisir les enjeux sur lesquels je me penchais durant mon travail. Évidemment, tout dépend de ce que l'on qualifie de pratique. La sphère que l'on considère pratique par excellence est celle de la technologie ou de la technique. Dans mes essais, je n'aborde pas ces sujets. Certes, en photographie, la question technique est importante, mais il existe déjà une multitude de vidéos à ce propos. Personnellement, j'explore l'espace du langage visuel et de la créativité. Je pense que vous serez d'accord avec moi. La connaissance technique en tant que telle, par exemple la maîtrise de la caméra ou de la post-production, ne suffit pas à elle seule à créer des images capables de nous inspirer ou de nous offrir une expérience esthétique, éthique ou mentale nouvelle. L'espace du langage visuel est tout autre. Il s'ouvre de que vous tentez d'exprimer quelque chose. Et c'est précisément cette possibilité de s'exprimer qui devient un pas premier et nécessaire sur ce chemin. En quelque sorte le point de départ d'où commence notre parcours dans la création. Mais alors, pourquoi est-ce que je qualifie mes essais de pratique ? Je les considère ainsi parce qu'ils nous confrontent aux différents moyens d'expression de nos idées et nos sentiments. La question n'est pas de savoir comment utiliser telle technologie ou tel matériel, mais plutôt comment pouvons-nous nous exprimer, raconter ce monde, traduire nos émotions et découvrir quelque chose à travers le langage visuel. Qu'est-ce que le langage visuel ? On pourrait dire, par exemple, que cela signifie montrer des images, communiquer par le biais de l'image. Oui, c'est vrai. Sauf que cela n'explique rien. La propriété la plus importante de tout langage, qui est en même temps son but principal, c'est une possibilité d'énoncer quelque chose. Mais si une image ne fait qu'énoncer l'apparence visuelle des objets qu'elle représente, alors ce n'est pas encore le langage. Oui, l'image contient la possibilité d'un message visuel, mais seulement de manière potentielle. Un langage visuel n'est de que je tente de donner une forme à quelque chose. Mais une remarque importante. Si je me contente de copier un objet du monde physique, et la photographie technologiquement n'est autre qu'une copie optique des phénomènes physiques, pourrais-je dire que j'ai donné une forme à telle ou telle chose ? Non, ce serait assez naïf de penser qu'une simple copie du monde physique suffit à donner la forme au phénomène. Peut-être me direz-vous, d'accord, mais à quel moment je commence à donner la forme au phénomène que j'observe ? Vous commencez à leur donner une forme au moment où vous transformez votre regard, c'est-à-dire votre vision. Oui, cette formule courte reste peut-être trop vague. Vous vous demanderez, est-ce que je transforme mon regard lorsque, au cours d'une promenade, je regarde les arbres, les bâtiments, les visages des passants ? Eh bien oui, c'est précisément ce que vous faites. Vous transformez votre regard. Vous voyez ? Que faites-vous lorsque, par exemple, vous cherchez la meilleure perspective d'une allée dans un parc pour la photographier ? Quand vous choisissez le cadre, le point de vue, pour que cette allée devienne expressive sur la photo. Ce que vous faites,
vous transformez votre regard. Certes, les critères de ce regard ne nous apparaissent pas encore clairement, mais nous ressentons que nous changeons quelque chose dans notre vision. Peut-être nous ne le percevons pas comme un changement, mais c'est une autre question. Je voudrais attirer votre attention sur ce mot que nous utilisons pour décrire notre but, lorsque nous observons un objet pour le photographier. Nous cherchons une vue expressive, et cela signifie que cet objet exprime quelque chose. L'étymologie de ce mot provient du latin exprimere, faire sortir. Et c'est précisément ce que notre conscience opère. Nous donnons une forme à une chose. Une question se pose alors. Cette transformation de notre regard nous touche-t-elle que la forme visuelle de l'objet ou est-ce notre compréhension même qui se transforme à cet instant? Nous arrivons ici à une formule étonnante. Nous ne donnons pas une forme au monde extérieur, mais à notre propre regard. Certes, nous pouvons appréhender ce processus de manière conservatrice et penser qu'en transformant notre regard, nous ne changeons rien. Mais ce point de vue referme pour nous une perspective créative. La première vidéo que j'ai publiée sur ma chaîne s'intitule « Jerry Walsman, la transformation du regard ». J'ai décrit un concept fondamental pour la pratique photographique. Les objets du monde extérieur, devenus éléments de l'image, peuvent raconter quelque chose de notre conscience, par exemple de l'espace de nos souvenirs. Ce concept est une clé, un principe d'organisation de l'image. Par cette approche, Walsman est parvenu à sa méthode de post-visualisation. Et c'est là que réside l'aspect pratique de cet essai. Si vous saisissez ce principe, vous découvrirez un moyen d'expression. Prenons un autre thème, celui des fondements du langage visuel dans la vidéo intitulée « Eugene Smith, le sens de l'image ». Si l'on dit qu'un langage est ce qui est capable d'exprimer quelque chose, il est nécessaire donc de comprendre comment une image peut énoncer quoi que ce soit. Dans cet essai, j'ai décrit le principe des significations implicites, qui constituent la base de toute image. Ou un autre essai dédié à l'approche intuitive et à l'œuvre de Sarah Moon. Dans cette vidéo, je parle du concept du regard inversé. Là non plus, il ne s'agit pas d'une théorie abstraite, mais d'une véritable méthode de création. On considère souvent que la perception n'est pas encore de la créativité, que celle-ci sous-entende une image créée. C'est pourtant une idée reçue. Tout travail créatif commence précisément par notre perception. Vous avez sans doute déjà été confronté à une situation lorsque vous deviez inventer quelque chose. Pendant des heures, voire des jours, vous restiez bloqué sans parvenir au moindre résultat. Le problème de telle impasse repose sur la perception, puisque le travail créatif ne consiste pas en une simple exploitation de la pensée, qui est bien incapable d'inventer une idée créative. Ainsi, c'est dans cette perspective que mes essais ont un caractère pratique. Et j'aimerais ajouter, si nous ne tentons pas d'ancrer les concepts dans notre pratique, nous restons chargés de connaissances inutiles. Je vous conseille de regarder à nouveau les vidéos qui vous ont intéressé. En réalité, elles vous proposent des clés pratiques. Car au bout du compte, qu'est-ce qu'une clé ? C'est un outil, une méthode qui nous permet de réaliser ou de découvrir quelque chose. Je viens maintenant au cœur de mon essai. Je vais vous parler du concept que j'ai nommé l'image compréhension. C'est sur ce concept que repose mon projet photographique Espace Métamorphose, dédié au phénomène de la mémoire et dont je vais montrer des photos. J'aurai également recours aux clichés de deux autres auteurs pour illustrer mon propos.
Pour expliquer ma démarche, je dois commencer par le fondement, par une notion cruciale, la surface d'image, ou en d'autres termes, la surface iconique. De quoi s'agit-il ? Cette notion désigne la façon dont les objets se présentent sur l'image. La surface iconique n'est pas la surface physique d'une photo imprimée sur papier, ni celle d'une toile recouverte de peinture. Certes, cette dernière est littéralement une toile sur laquelle se situent des pigments. Mais ce n'est pas la surface iconique au sens conceptuel. J'ajouterai qu'à notre époque, nous regardons la plupart des images en dehors de toute matérialité physique. Celle-ci étant remplacée par l'écran d'un ordinateur ou d'un smartphone. Dans ce cas, la surface physique s'efface au profit d'une surface virtuelle, commune à toutes les images. Or, la façon dont les objets et les figures se déploient sur cette surface occulte ou bloque le sens de l'image. Cela peut sembler paradoxal. Les objets représentés nous empêcheraient-ils de percevoir le sens de l'image ? Oui, mais cela ne signifie pas qu'il faille les éliminer. La raison de ce blocage tient au fait que nous cherchons d'abord à comprendre une image à travers les objets qu'elle représente. Par exemple, si nous voyons sur la photo un arbre, est-ce que cela signifie que cette image raconte l'histoire d'un arbre ? Pas du tout. Un arbre, c'est ce que nous reconnaissons, ou plus précisément, ce que nous identifions. Et par cette identification, nous croyons avoir saisi le sens de l'image. En réalité, cela prouve que nous percevons l'image à travers les mots bien plus qu'à travers ses propriétés visuelles. Avec cela est liée une tradition de qualifier les types de tableaux dans la peinture par les sujets, c'est-à-dire par les objets représentés. Si nous voyons par exemple le bord d'une rivière, c'est un paysage. Si nous voyons une personne, c'est un portrait. Si nous voyons des objets inanimés, c'est une nature morte, et ainsi de suite. Le problème, c'est qu'il ne s'agit là que d'une convention. Les objets en eux-mêmes ne révèlent pas le sens. Il n'existe pas un sens unique pour tous les paysages, ni pour tous les portraits. Il existe dans l'image des niveaux successifs de perception. Et ces niveaux exigent notre attention spécifique. Au premier niveau, nous identifions les formes représentées. Mais l'identification des formes n'est pas encore le sens de l'image. Elle se produit de manière automatique et ne demande pas notre présence émotionnelle et consciente. Cependant, en identifiant ces objets, nous remarquons qu'ils possèdent certaines qualités et qu'ils forment un tout cohérent, un espace imaginaire. C'est là le deuxième niveau de perception. Nous appréhendons alors l'image comme un phénomène global qui dégage une ambiance, une atmosphère, une humeur. Mais ce n'est pas tout. Nous cherchons également à saisir un événement dans cette image. Et c'est ce troisième niveau qui nous découvre enfin le sens de l'image. Les deux premiers aspects de notre compréhension sont attachés à la surface. Ils sont fondus dans les objets représentés et en sont inséparables. En revanche, le troisième aspect, l'événement, traverse, perce et déchire cette surface de l'image. Si nous analysions les différentes images, nous verrions que la plupart d'entre elles restent attachées à la surface. Cela signifie que leur sens est équivalent à des objets et à leur apparence visuelle sur l'image. On peut qualifier l'aspect sur lequel reposent les images de ce type par le mot attraction. L'apparence des objets représentés capte notre attention, tout simplement parce que ces objets subissent une forme d'idéalisation à travers le regard de l'auteur. Cela se joue au niveau de la forme, de la texture et aussi au niveau de l'espace et de la lumière. Il faut ajouter que nous pouvons être confrontés au côté inverse de l'attraction, la répulsion. C'est le cas lorsqu'une image nous repousse en nous montrant ce qui nous dégoûte
ou ce que nous refusons de regarder. Néanmoins, le principe d'organisation reste le même. Le sens de l'image équivaut toujours à sa surface, sauf qu'ici, il s'agit d'un rejet. On peut donc regrouper toutes les images régies par ce mécanisme sous le terme d'image-attraction. Leur structure commune repose sur un principe simple. Elle idéalise dans une certaine mesure l'objet ou l'espace. En ce faisant, elle stimule et capture notre désir. À ce sujet, de nombreux spécialistes et critiques d'art ont souligné que l'image nous offre la possibilité de nous approprier, sur un plan symbolique, les objets du monde extérieur. Je me permets de citer Susan Sontag. Photographier, c'est s'approprier la chose photographiée. Fin de citation. Il est évident que si vous voulez s'approprier une chose, la posséder, l'acquérir, c'est parce que vous la désirez. Même si ce désir ne surgit qu'au moment où vous contemplez un tableau ou une photographie. En réalité, pour éveiller notre désir, il suffit de voir l'objet. Et si le photographe ou l'artiste lui donne une apparence idéalisée, alors notre désir s'en trouve démultiplié. L'image publicitaire, par exemple, est le modèle parfait de l'image attraction. Ces images sont conçues dans un seul but, capter notre attention en la fixant sur l'objet lui-même. Si nous sommes captivés, nous commençons à les regarder comme le miroir de notre propre désir. Pourtant, l'image attraction n'est ni la seule possibilité, ni l'unique principe sur lequel on peut bâtir une image. Dans ma propre pratique, je suis parvenu à un tout autre concept que j'ai nommé l'image compréhension. Comme son nom l'indique, cette image poursuit une toute autre intention. Elle ne cherche pas à flatter notre désir. Elle veut provoquer chez le spectateur une compréhension. Ce sont les images qui percent et déchirent la surface des objets représentés pour révéler derrière elles un événement. Mais attention, lorsque je parle d'événement, je ne veux pas dire que ces images montrent nécessairement une certaine action. Par exemple, un incident entre des individus. Non. Par événement, j'entends ici l'émergence d'une chose qui fait sens ou qui révèle le sens. Il peut s'agir d'une image dépourvue de toute action physique, comme une simple nature morte. Sur quoi repose donc l'image compréhension ? Pour éclaircir ce point, je vous propose une comparaison. Je vais analyser deux images fondamentalement différentes dans leur construction, mais qui partagent pourtant le même sujet, c'est-à-dire les objets similaires. Deux espaces, deux parcs. Un chien surgit devant la caméra, de manière accidentelle, comme un événement fugace. Première possibilité. Nous percevons cet événement comme une attraction. Dans ce cas, l'intention même de la prise de vue peut être qualifiée d'attraction. Nous avons saisi cette scène parce qu'elle était belle, parce qu'elle éveillait notre désir, ou qu'elle lui donnait une forme. Notez comment dans la photo qui s'affiche à l'écran s'articulent le paysage et le chien. Tout y tend vers l'idéalisation. Cela se révèle dans le choix du point de vue, dans l'éclairage, dans la texture accentuée et encore dans le mouvement du chien. Qu'est-ce que l'idéalisation ? C'est le fait de percevoir une chose comme séduisante, comme un idéal, et donc comme un objet de désir. Cette photo est l'exemple de l'image attraction. J'ajouterai que l'auteur de ce cliché m'est inconnu, et c'est pourquoi je ne peux pas citer son nom, bien que sa photo nous offre une base de comparaison. Regardez à présent cette autre image organisée de façon totalement différente, et que je vais utiliser pour illustrer l'image compréhension. C'est une célèbre œuvre de Joseph Koudelka. À l'inverse de la vue précédente,
Ce parc ne se présente pas comme une chose claire, familière et immédiatement compréhensible. Au contraire, il est empreint d'ambiguïté. Ce parc n'est pas là pour flatter mon attraction ou mon désir. Et c'est pourquoi il ne cherche aucunement à idéaliser la réalité. Le deuxième aspect frappant, c'est le chien. Sa silhouette est construite selon le même principe. Plus encore, ce chien provoque une ambiguïté particulière, presque un paradoxe. Nous faisons face à une présence qui est en même temps une absence. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Si nous observons de plus près ce chien, qui par hasard a surgi devant nous, nous peinons à comprendre ce qu'il représente. Cela est dû à l'absence totale de texture dans son corps. Il s'apparente à un fantôme noir, une silhouette pure qui se détache sur la pelouse enneigée. Ce caractère spectral est renforcé par le côté fortuit de sa course. Encore un instant, et il va disparaître, se dissoudre dans le brouillard de ce parc d'hiver. Certes, pour cette analyse, j'ai opéré une séparation artificielle en détachant le chien du paysage. Mais je l'ai fait uniquement pour mettre en lumière une structure radicalement opposée à celle de la photo précédente. Dans cette œuvre de Koudelka, d'une part, un aspect central de la photo anonyme a disparu, et d'autre part, il y apparaît quelque chose qui manquait à la première prise de vue. Une composition unique qui tisse des liens profonds entre les objets. Dans cette image, vous pouvez le voir, les éléments cessent d'être isolés les uns des autres. Ils ne sont plus de simples objets distincts coexistant dans un espace commun. Ici, les objets, ou plutôt les figures, révèlent des correspondances compositionnelles qui font naître une métaphore visuelle. Qu'est-ce qu'une métaphore dans une image ? C'est une organisation telle que les objets représentés ne se limitent plus à ce qu'ils sont, mais nous renvoient à autre chose. Je veux rappeler que le mot métaphore provient de deux mots grecs. Méta signifie au-delà, l'autre est fort porté. Littéralement, il s'agit de transporter le sens vers autre chose. Ainsi, dans la première photo, où tout tendait vers l'idéalisation du parc et du chien, l'organisation générale ne nous projetait vers aucune autre signification. Les objets restaient équivalents à eux-mêmes. Tout l'intérêt du cliché résidait dans cette esthétisation poussée. En revanche, dans l'œuvre de Koudelka, tout s'articule différemment. Un transfert s'opère, déplaçant le sens initial et habituel du parc, de la neige et du chien vers un nouveau sens. Le chien et le parc cessent de ne désigner qu'eux-mêmes. Plus précisément, l'image nous montre bien un parc et un chien, mais ils deviennent plus qu'un simple parc et plus qu'un simple chien. Ils se métamorphosent. Comment cela se produit ? Premièrement, par le refus de l'idéalisation. Deuxièmement, par la dualité de ce corps de chien, dont la présence est une absence de matière. Et troisièmement, par le lien fusionnel entre l'espace et le chien. Les deux côtés du parc semblent presque osciller dans le vide, suspendus au corps du chien. C'est ainsi qu'est bâtie la composition de cette photo. On peut dire que la métaphore visuelle tente toujours de déchirer la surface de l'image pour suggérer un sens caché et provoquer ainsi notre propre compréhension. C'est précisément cette métaphore qui confère à l'œuvre de Koudelka son caractère si énigmatique et provocateur. Cette photographie nous parle d'un événement que l'on pourrait résumer ainsi. Le monde est un fantôme. Ou encore, le monde n'est que le spectre d'un chien. Lorsque le chien s'enfuira, le monde disparaîtra avec lui. En réalité, cette image donne corps à une intuition philosophique très ancienne, selon laquelle le monde observable ne serait qu'une illusion.
Sauf qu'ici, il ne s'agit pas d'un concept abstrait ou d'une simple pensée, mais de l'incarnation visible de ce qui est invisible, voire impensable. Laissez-moi vous donner d'autres exemples, cette fois sans comparaison, pour éclairer les principes de cette approche artistique de l'image compréhension. Il s'agit d'œuvres de mon projet Espace Métamorphose. Cette photo s'intitule « L'espace comme lieu de rencontre ». C'est une image qui montre un parc, une pelouse, une pergola et une succession d'arches qui s'éloignent. Que cherche à nous raconter ce cliché ? Il ne nous dit rien sur le parc en lui-même, car ce serait une étrange manière de photographier un jardin pour simplement le montrer. En revanche, cette photo met en scène une rencontre. Nous y voyons deux bras qui se tendent l'un vers l'autre. Ce mouvement est volontairement théâtralisé, délibéré. Et cette intention gestuelle fait basculer l'image dans une dimension symbolique. Ces mains deviennent l'allusion à autre chose. Mais le plus remarquable réside dans la composition. Oui, les objets restent familiers, mais c'est la façon dont l'image est structurée qui captive notre esprit. Dans les éléments eux-mêmes, rien d'étrange. Mais l'espace de cette prise de vue, lui, est profondément énigmatique. Cet espace est à la fois plat et doté d'une profondeur visuelle. Ça semble contradictoire, car une figure est habituellement soit plane, soit tridimensionnelle. De plus, ici, la composition réussit d'être à la fois centrale et de remplir le cadre. En réalité, il est tout à fait possible de rendre une partie de l'image plane et l'autre volumineuse. Tout comme on peut concevoir une composition centrale qui remplit le cadre. Ici, l'espace est plat car la perspective linéaire est absente. Il n'y a pas de ligne convergente. Nous ne percevons la profondeur que par un jeu d'échelle. L'arche au premier plan est simplement plus grande que celle du fond. Mais chaque plan, pris individuellement, apparaît comme une surface plane. Le premier plan n'est qu'un mur plat. Le deuxième, la pelouse, l'est tout autant. Et le troisième suit la même logique. Il en résulte une alternance de surfaces planes qui se déploie à la manière des coulisses d'une scène de théâtre. Ce sont là des choses implicites. Cette image dégage simplement l'impression que l'espace est organisé comme des coulisses de théâtre. L'espace y devient un décor. Et c'est précisément au cœur de ce décor que se déploie la rencontre entre ces deux mains. J'ajouterai qu'il ne s'agit que de mains isolées, ce qui suggère une forme de généralisation. Nous ne sommes pas face à deux individus concrets, mais simplement face à deux mains, l'une masculine, l'autre féminine. En même temps, tous les objets dans cette photo possèdent une certaine épaisseur, une matérialité. Ils semblent réels dans leur représentation et non illusoires. L'image est bâtie sur ce paradoxe. Toutes les figures sont à la fois tangibles et spectrales. Une forme plus que les autres engendre cette impression. Pourtant, cette forme n'existe que dans la photo. Il s'agit d'un chapeau, dessiné par l'arche au premier plan et le sentier au second. Il n'y a aucun chapeau dans l'espace réel du parc, mais il surgit à l'image. C'est dans un tel espace, paradoxalement agencé, que se produit la rencontre. Dès lors, une question se pose. Où cette rencontre a-t-elle lieu ? Elle se déroule dans l'espace de la conscience, dans l'espace de la mémoire. Cet événement se situe donc dans le monde antérieur et non dans le monde physique. Et c'est précisément ce que cette image tente de raconter, ou plutôt de donner à voir. Regardez à présent cette autre image. Elle s'intitule « L'espace comme création ». La composition de cette photo est construite sur le fait
qu'une partie de la tête d'une jeune fille, et plus précisément sa chevelure, est remplacée par un bouquet de fleurs sauvages. Ce bouquet est tenu par une main qui surgit à droite du cadre, provenant d'un hors-champ invisible, quelque part dans le paysage. C'est une composition complexe. Bien avant d'analyser l'image, nous ressentons qu'elle construit une métaphore. Et cette métaphore fait naître un sens. Un sens qui ne se limite pas aux objets eux-mêmes, ni à leur simple apparence visuelle. Il se situe derrière la surface de l'image, au-delà de la présence immédiate de ces éléments, la jeune fille, le champ qui s'étire jusqu'à l'horizon, le ciel, la main de l'homme, les fleurs. Il est important de remarquer à quel point tous ces éléments, toutes ces figures, s'unissent pour former un tout indissociable. Ainsi, la ligne du bras masculin prolonge celle d'un bosquet au loin, tandis que le contour de la robe épouse cette même bande. La main, les fleurs et le corps de la jeune fille deviennent alors une partie intégrante du paysage. Il en résulte une profonde impression d'unité. Un regard quotidien, superficiel, observerait peut-être chacune de ces formes séparément. Mais ici, la femme fait corps avec le paysage. Plus encore, elle semble être le paysage lui-même. Voilà donc les 3 principes qui permettent de construire une métaphore visuelle et de donner naissance à l'image-compréhension. Premièrement, une image de ce type surgit de la combinaison d'éléments. Elle s'organise comme l'articulation et la liaison de ces différentes parties. C'est le principe même de la composition. Deuxièmement, l'image-compréhension refuse l'idéalisation des objets. Troisièmement, ce type d'image est fondamentalement provocateur. Par provocateur, je n'entends pas nécessairement une transgression des règles ou de la morale. Non, cela signifie simplement que l'intention profonde de l'image est de susciter chez le spectateur une question, plutôt que de lui fournir une réponse toute faite. Peut-être après m'avoir écouté et avoir observé ces illustrations, vous direz « Mais l'image-compréhension peut-elle prétendre à une forme d'objectivité ?» Ce type d'image n'est-il pas qu'une simple interprétation, voire une distorsion de la réalité ? Et s'il ne s'agit que d'une distorsion, peut-on encore parler de compréhension ? Ne devrait-on pas plutôt parler d'erreur ou d'illusion ? Face à la photo de la femme au bouquet que je viens de montrer, vous pourrez me dire « Je ne vois pas cette scène comme vous la décrivez. Elle a un tout autre sens pour moi. » N'est-ce pas simplement une fantaisie que l'auteur plaque artificiellement sur l'image ? Il faut reconnaître que cette question n'admet pas de réponse simple, car en la posant, nous confondons 2 notions bien distinctes, l'objectivité et la vérité. Qu'est-ce que l'objectivité ? C'est ce qui repose sur l'observation de la réalité physique. C'est exactement ce que la science qualifie d'objectif. De ce point de vue, la photographie peut tout à fait être objective, du moins en ce qui concerne l'apparence extérieure des choses. Mais la vérité est une toute autre notion. Elle engage notre capacité à donner du sens aux choses. Seule une pensée, le fruit d'une pensée ou un objet créé comme une image peuvent être empreints de vérité. En réalité, l'exigence de vérité et l'exigence d'objectivité sont d'une certaine manière opposées. Imaginons que la science invente un nouvel appareil photographique capable de fournir une représentation objective absolue de la réalité. Pour l'instant, une telle caméra relève de la science-fiction. Mais supposons que, au lieu de photographier, cette technologie scanne en une fraction de seconde tout l'espace physique environnant. Elle produirait alors une série d'images purement objectives. Nous ne pourrions d'aucune façon influencer ces images. Elles seraient intangibles,
invariable. Certes, une telle caméra serait une invention prodigieuse, mais elle serait en même temps terrifiante. Pourquoi ? Parce qu'une telle technologie nous priverait de toute possibilité de compréhension personnelle. Elle l'annihilerait. Refuser d'interpréter le monde extérieur, c'est renoncer à le comprendre. Et ce renoncement conduit inévitablement à la mort de la créativité. La possibilité même de comprendre quoi que ce soit est peut-être plus vitale pour nous que l'objectivité pure. Car si nous cessons de chercher à nous comprendre nous-mêmes, notre environnement, l'autre, nos propres émotions ou l'immensité de l'univers, nous nous condamnons à l'extension. Notre faculté centrale, ce qui nous distingue fondamentalement des animaux et de l'intelligence artificielle, réside précisément dans cette capacité de compréhension. Comprendre n'est pas simplement stocker de l'information ou accumuler du savoir. Comprendre est le sens même de notre existence. Car derrière chaque regard, derrière chaque vision, se cache un individu. Je vous remercie.